Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le studio B de Corbeau, News Centrafrique. Accrochez-vous, car l'actualité politique de notre pays est en pleine ébullition, et nous allons la décortiquer sans filtre ce matin. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir notre journaliste de terrain, Arsène Feimonazoui, pour une analyse qui promet d'être piquante. Arsène, prêt à plonger dans le chaudron politique? Adèle, la température monte, et pas seulement à cause du soleil, croyez-moi. C'est un sujet qui agite en profondeur les coulisses du pouvoir, et je suis là pour tenter de démêler cet écheveau complexe avec toi. Un écheveau, c'est le mot juste, Arsène, parce qu'on parle là des alliances d'hier qui aujourd'hui sont en train de déchirer le camp de l'empereur. C'est quand même un comble, non? Exactement, Adèle. Les fissures que nous voyons apparaître maintenant au sein de la majorité de l'empereur ne sont pas le fruit du hasard. Elles plongent leurs racines dans des choix politiques faits il y a des années, et dont les effets se manifestent jusque dans le cercle le plus intime du pouvoir. Car en politique, la victoire ne se mesure pas seulement au nombre de bulletins dans les urnes. Il faut aussi savoir entretenir les équilibres entre ses soutiens, gérer les désaccords et surtout conserver la confiance de ceux qui ont contribué à votre ascension. Ah, la fameuse loyauté qui se monnaie souvent cher, Arsène. Et quand on préfère l'éviction des voix discordantes plutôt qu'un bon vieux débat interne, les conséquences peuvent être spectaculaires, n'est-ce pas? Oui, Adèle, elles ne sont jamais immédiates. Elles s'installent sournoisement, petit à petit, avant de jaillir au grand jour, souvent au moment où les enjeux sont les plus critiques. On le sait tous, depuis l'arrivée de Faustin Archange, Touadéra au sommet de l'État en 2016, notre paysage politique a vu une série de recompositions. Des partis qui soutenaient alors le dictateur ont purement et simplement disparu de la majorité. Des figures autrefois vues comme des piliers du régime ont été écartées des cercles de décision, et d'autres, occupant des fonctions de premier plan, se sont peu à peu éloignés pour rejoindre l'opposition ou marquer publiquement leur distance. Donc, on parle d'une méthode de gestion, ou plutôt de dégraissage, qui s'est mise en place avec le temps. Et les observateurs, les universitaires, les anciens ministres, tous le disent. Si vous n'étiez pas d'accord, vous étiez dehors, c'est ça, le message? C'est précisément ça, Adèle. Avec les années, une certaine pratique s'est ancrée. Plusieurs responsables, universitaires, anciens ministres et observateurs, affirment que toute personnalité osant exprimer une divergence sur les orientations du pouvoir risquait de perdre très vite sa place dans l'appareil d'État. Les critiques venant de l'intérieur étaient de moins en moins acceptées. Les divergences d'opinion devenaient incompatibles avec le maintien de responsabilités politiques majeures. Une ambiance de marche ou crève en somme, Arsène, ça a dû modifier en profondeur la dynamique entre l'empereur et ses propres alliés, non? Fini le dialogue, bonjour la porte? Exactement. Au lieu de régler les désaccords par le dialogue politique, de nombreux responsables ont été progressivement remplacés ou tout simplement mis de côté. Cette pratique a instauré une forme de prudence chez beaucoup de cadres politiques, chacun comprenant qu'une simple divergence pouvait signifier une perte d'influence. On ne peut pas parler de ça sans évoquer l'exemple de Charles Armel Douban. Ce fut un véritable électrochoc, si je me souviens bien, Arsène. Absolument, Adèle. L'exemple de Charles Armel Douban est l'un des plus cités quand on évoque cette période. Ancien ministre des Affaires étrangères, une personnalité politique avec une vraie visibilité nationale et internationale. Il faisait partie des figures fortes. Mais, après avoir exprimé des doutes sur certaines orientations du régime, il a été démis de ses fonctions au gouvernement. Pour beaucoup d'analystes, cet événement a agi comme un avertissement pour l'ensemble de la classe politique. La loyauté au pouvoir impliquait une adhésion totale aux principales décisions venues du sommet de l'État. Un signal fort, effectivement. Et ce n'était que le début, n'est-ce pas? D'autres ont suivi le même chemin, même ceux qui avaient mouillé le maillot pour la campagne de l'empereur en 2016. Oui, d'autres personnalités ont ensuite connu une évolution similaire. Certaines avaient participé activement à la campagne qui a porté le dictateur au pouvoir en 2016. D'autres occupaient des fonctions ministérielles ou administratives de premier plan. Mais avec le temps, leurs liens avec le pouvoir se sont tendus. Les désaccords touchaient à la gouvernance, à la répartition des rôles, à la gestion des institutions ou encore à la mise en œuvre des réformes politiques. Et ces départs successifs ont eu un effet boomerang. Les critiques les plus cinglantes contre le régime ne venaient plus seulement de l'opposition traditionnelle, mais de l'intérieur, de ceux qui connaissaient tous les rouages. Une sacrée arme pour les contestataires, non? C'est tout à fait ça, Adèle. Ces départs ont créé un phénomène particulier.
Une partie des critiques les plus acerbes contre le régime n'émanaient plus seulement des partis traditionnellement opposés au pouvoir. Elles étaient désormais formulées par d'anciens compagnons de route qui connaissaient parfaitement le fonctionnement des institutions et les mécanismes de décision. Le débat politique s'en est trouvé profondément transformé. Et du coup, ça a renforcé l'opposition. Des personnes avec de l'expérience, des réseaux, une connaissance des dossiers, c'est un sacré atout pour contester le pouvoir en place. Incontestablement. Cette évolution a aussi modifié les rapports de force au sein de l'opposition. Ces anciens alliés du pouvoir arrivaient avec une expérience gouvernementale, des réseaux administratifs et une connaissance pointue des dossiers de l'État. Leur présence a renforcé les critiques dirigées contre l'exécutif et a nourri un nouveau discours politique. Pendant ce temps, la majorité de l'empereur continuait de grossir. Le mouvement Cœur Uni, la formation principale qui soutient le dictateur Touadéra, attirait du monde. C'était une façon de consolider sa base, mais ça a aussi créé de nouvelles tensions internes, non ? Exactement, Adèle. En parallèle, la majorité de l'empereur s'élargissait. Le mouvement Cœurs Unis, devenu la principale formation soutenant l'empereur Touadéra, a attiré de nouveaux acteurs politiques, des élus locaux, des opérateurs économiques et plusieurs personnalités désireuses de participer à l'exercice du pouvoir. Cette ouverture permettait au parti de l'empereur de renforcer sa présence sur l'ensemble du territoire. Mais cette expansion s'est aussi accompagnée d'une multiplication des ambitions individuelles. Plus le nombre d'acteurs gravitant autour du pouvoir augmentait, plus les attentes en matière de responsabilité politique devenaient importantes. Les nominations, les investitures électorales et les postes stratégiques sont devenus des objets de nombreuses rivalités internes. Des batailles de cour, en somme. Mais pendant longtemps, ces divergences sont restées discrètes. On donnait l'image d'une majorité unie derrière le dictateur. Une unité de façade, si je comprends bien, Arsène ? Une unité de façade, oui. Pendant plusieurs années, ces désaccords sont restés plutôt en coulisses. Les campagnes électorales projetaient l'image d'une majorité unie derrière le dictateur de la République. Les différences d'appréciation étaient rarement rendues publiques. Beaucoup préféraient les discussions internes pour préserver la cohésion de la coalition de l'empereur. Cependant, cette apparente unité reposait sur des équilibres précaires. Derrière les déclarations officielles, plusieurs courants coexistaient déjà au sein de la majorité. Certains responsables cherchaient à accroître leur influence politique. D'autres voulaient préparer les prochaines échéances électorales en renforçant leur implantation locale. D'autres encore espéraient accéder à des responsabilités gouvernementales ou parlementaires. Des ambitions légitimes, mais qui, dans un espace politique limité, finissent par créer des frictions. Et c'est là que les débats institutionnels entrent en jeu, n'est-ce pas ? Et que tout risque d'exploser ? C'est exactement ça, Adèle. Ces ambitions n'étaient pas forcément incompatibles avec le soutien apporté au dictateur, mais elles sont devenues plus difficiles à concilier lorsque plusieurs groupes poursuivaient les mêmes objectifs dans un espace politique restreint. C'est dans ce contexte que les débats institutionnels allaient acquérir une importance considérable et modifier durablement les rapports entre le pouvoir, ses anciens alliés et une partie de la classe politique centrafricaine. Une saga politique qui est loin d'être terminée, Arsène. Merci beaucoup pour cette analyse lumineuse. Merci Adèle. Cet article a été rédigé par Noubalé. Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à nos émissions et nous faire part de vos commentaires via WhatsApp ou par téléphone au +20 36 75 20 55 15 15 15 55 ou au +20 36 62 62 ou plus. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.